Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine, et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison, et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies, et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Opérée à 2 reprises d'une endométriose de stade 4, Delphine a pris pendant des années une pilule progestative prescrite par des médecins qui cherchaient à faire taire les symptômes de sa maladie. Le corps médical l'avait prévenue très tôt qu'elle rencontrerait très probablement des difficultés à avoir des enfants. Et après 5 FIV, c'est finalement grâce à un don d'ovocytes à l'étranger que Delphine et son mari ont enfin pu rencontrer leur bébé miracle qui a aujourd'hui 5 ans. Malheureusement, on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale maligne rarissime et cancéreuse l'année dernière, très probablement causée par son traitement contre l'endométriose ainsi que les traitements hormonaux pour les FIV. Quand on vit un parcours difficile et douloureux pour avoir un enfant, on est souvent prête à accepter beaucoup de choses et on fait aveuglément confiance aux médecins. Aujourd'hui, Delphine souhaite alerter sur les risques des traitements progestatifs. Elle nous explique également comment, grâce à sa maladie, elle s'est tournée vers la médecine holistique et comment elle a réussi à n'avoir plus aucune douleur d'endométriose grâce à un changement radical d'hygiène de vie. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner. Je suis ravie de te recevoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, je te remercie. Tant mieux. Écoute, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter en quelques mots, donc ton âge, où tu habites, avec qui tu partages ta vie, etc. Moi c'est Delphine, je viens d'avoir 40 ans, tout pile. J'habite sur le bassin d'Arcachon, donc j'adore et de laquelle je profite de plus en plus. Je suis en couple avec mon chéri depuis 13 ans. Ouais. On s'est mariés l'an dernier suite à différentes expériences que je vais vous énoncer par la suite. Et on a une petite fille qui a aujourd'hui 5 ans et qui est juste un petit miracle d'amour et qui me remplit totalement. Bon, c'est chouette. Voilà. D'accord. Mais justement, en parlant d'enfant, quand est-ce qu'est né ton désir d'enfant ? Quand est-ce que vous avez commencé quand est-ce qu'est né ton désir d'enfant à toi ? Et puis, à partir de quand vous avez commencé à en discuter avec ton chéri ? Alors, mon désir d'enfant est né tout simplement de ma relation avec mon chéri. J'avais pas eu ce désir avec les personnes précédentes. Avec lui, ça a pas été quelque chose de passionnel, c'était quelque chose qui est monté un petit peu crescendo d'année en année. J'ai une endométriose sévère, stade 4, qui a été opérée 2 fois. Et en fait, j'ai été opérée tout début de ma relation avec lui, en fait. D'accord. Tu avais été diagnostiquée à quelle période, en fait ? Alors, j'ai été diagnostiquée en 2005, je crois. D'accord. J'ai eu une première opération qui a été faite par un chirurgien gynéco à Lyon, la ville dans laquelle j'habitais à l'époque, qui a ouvert, qui a vu l'étendue des dégâts, si je peux dire, et qui a refermé parce que trop compliqué à opérer. D'accord. Et qui m'a conseillé d'aller voir des personnes vraiment spécialisées dans l'endométriose sévère parce que j'avais des atteintes digestives aussi. Donc j'ai
beaucoup consulté, ça m'a pris un peu plus de 6 mois pour trouver la personne qui a bien voulu m'opérer parce que pas mal de chirurgiens ne voulaient pas m'opérer parce que trop risqué au vu de D'accord, c'était un stade trop avancé. un stade 4 avancé. Ah ouais, d'accord. Du coup, je me suis fait opérer. La première question qui m'a été posée, c'est est-ce que vous désirez avoir un enfant? À Ouais, l'époque, c'était vraiment le tout début de ma relation, on n'y pensait pas. Donc j'avais dit pas dans l'immédiat. Et puis bon, on m'avait dit que, j'avais entendu dire que l'opération pouvait améliorer la fertilité par la suite. mmh, Voilà, donc j'ai décidé de me faire opérer à ce moment-là, sans trop y d'accord. penser. Et puis, il se trouve que 2 ans après, j'ai développé un carcinome de la thyroïde, un petit cancer de la thyroïde, D'accord. qui est un cancer qui se traite relativement bien et relativement facilement et sur lesquels il y a très très peu de récidives. Donc voilà, ça a été une petite étape, mais comme j'ai été traitée par iode radioactif, ça a décalé mon désir de grossesse, enfin mon désir d'enfant, pardon, enfin ma possibilité de grossesse plutôt. Ça l'a décalé d'1 an puisque je ne pouvais pas avoir d'enfant pendant l'année qui suivait le traitement. Ouais, OK, Voilà. Et donc mon désir d'enfant est arrivé à ce moment-là. d'accord, OK. Et vous en avez parlé du coup à ce moment-là avec ton chéri? Vous l'avez envisagé, Voilà, en fait, dès que ça a été possible physiquement, on a essayé de mettre les choses en route. Ouais, Ça n'a évidemment pas fonctionné, mais je m'y attendais, puisqu'on m'avait prévenu oui. que de toute façon, ce serait compliqué. J'avais Mmh. des taux de FSH et compagnie qui étaient complètement dans les choux, et en gros, j'étais plus ou moins en ménopause précoce, À cause de l'endométriose? à cause de l'endométriose, ouais, à cause de D'accord, l'endométriose. OK. Et du coup, est-ce qu'on t'avait dit, voilà, le jour où vous aurez un enfant, vous essayez tant de temps et après faudra consulter ou pas du tout? On m'avait dit, quand je me suis fait opérer, étant donné l'ampleur de l'endométriose, que ce serait vraiment compliqué d'office. D'accord. Donc j'avoue qu'on a été pris en charge très très rapidement finalement Ouais, quand on a bah vu que oui. ça fonctionnait pas, puisque de toute façon les taux sanguins étaient pas Ouais, bons. Voilà, j'ai fait des échographies pour voir le nombre de follicules, etc. C'était pas génial non plus. Enfin, d'accord. on est très vite passé à l'aspect médical de la chose, puisque de toute façon, on savait que Oui, naturellement, entre guillemets, ça ne pourrait pas fonctionner d'accord. facilement. Et tu Voilà. avais quel âge du coup à cette époque? J'avais 30 ans. OK. Voilà. Et donc, de là, eh bien, on a commencé les FIV. Directement, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, directement. J'en ai fait en tout 5. Avec avec des injections d'hormones assez costauds par un professeur qui était réputé pour avoir la main un peu lourde à ce niveau-là. D'accord. Mon chéri au début était relativement absent, je dirais. Je me suis sentie un peu seule au début. Ouais, La première fille, je me suis sentie un petit peu livrée à moi-même, un petit peu seule. Et puis, et temps passant, il voyait que c'était quand même des choses qui sont quand même un petit peu douloureuses, les injections quotidiennes, le fait de prélever les ovocytes, l'anesthésie générale à chaque fois, etc., etc. Et puis surtout l'ascenseur émotionnel j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ça, voilà, vous avez tant de follicules, vous avez tant d'embryons, ah ben non, ils tiennent pas, etc. ouais, Enfin voilà, à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce, c'est à chaque fois l'ascenseur émotionnel, vraiment, parce on y bien croit, et sûr. puis d'un coup tout s'effondre. Donc voilà, et puis bon, il a été vraiment présent à partir de la deuxième FIV. D'accord, Ça a duré 5 ans, ce parcours, d'accord. jusqu'au moment où on s'est rendu à l'évidence du fait que c'était pas possible avec mes ovocytes parce que pas assez costaud, et que du coup on nous a orienté vers un don d'ovocytes. D'accord. OK, d'accord. Après cette opération de ton endométriose, est-ce qu'ils avaient réussi à retirer, quasiment la totalité ou est-ce qu'il en restait? Alors l'opération en elle-même a été plutôt une réussite, puisque en fait c'est 2 chirurgiens qui m'ont opéré, un chirurgien gynéco et un chirurgien D'accord, ouais. gastro-entérologue, puisque j'avais des atteintes donc sur le système digestif.
Et on m'avait prévenu que potentiellement, je pouvais avoir, dans les risques de l'opération, je pouvais avoir une poche D'accord. temporaire. Chose qui ne, clairement me réjouissait J'imagine bien. pas. La première chose que j'ai fait quand je suis sortie du bloc, c'est que j'ai touché mon ventre et heureusement, ils ont réussi à ne pas me la mettre. Donc ça a été une petite réussite. Ouais. Et donc l'opération en elle-même a été plutôt maîtrisée, plutôt réussie. Oui, ils ont enlevé une grosse partie une grosse partie. D'accord, ok, des adhérences, ok. Donc tu m'as dit, tu as fait combien de FIV? 5 FIV, ouais. Ouais, c'est ça. Et comment tu les as vécues vraiment, en fait alors, hormis le fait que tu t'es sentie peut-être un peu seule au début, mais est-ce que tu as bien vécu les traitements, même psychologiquement? Comment t'as vécu les échecs J'ai vécu, c'était surtout comment dire, l'aspect physique de la douleur, des injections, des douleurs d'endométriose Ouais. qu'on connaît et qui étaient de plus en plus lourdes et de plus en plus présentes. Malgré l'opération, en fait, les hormones réveillaient en fait l'endométriose? Ouais, ah oui, complètement. D'accord. Complètement. Ouais. Voilà. Et puis sur l'aspect psychologique, c'était, oui, c'est vraiment cet ascenseur émotionnel que j'ai eu du mal à gérer. Alors à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à tout ce qui est approche un petit peu alternative, tout ce qui était, comment dire, prendre soin de son esprit, essayer de calmer un petit peu les chevaux qu'on a dans la tête, là, qui partent au vélo très vite. Voilà, à l'époque, moi, ça me paraissait un petit peu des aspects de gens un peu perchés, comme on dit, voilà. Chose sur laquelle je suis complètement revenue suite à ce qui m'est arrivé par la suite, que je vais t'expliquer. Mais voilà, donc l'aspect psychologique, j'avoue, je l'avais laissé un petit peu de côté à cette époque. Ouais, t'étais pas connectée, tu te laissais porter un petit peu par ce que les médecins te dictaient. C'est ça, en fait, j'avais une pleine foi, une pleine confiance en l'aspect médical de la chose. Pour moi, c'était médical. Je cherchais pas, enfin voilà, j'étais un petit peu, oui, je me laissais porter. Ouais. Quoi. Okay. Et j'avais une confiance aveugle vraiment dans les médecins. Ok. Chose sur laquelle je suis pas mal revenue aussi récemment. Et du coup, ouais, vous avez pas tant enchaîné que ça. Du coup, si tu me dis que vous avez fait 5 FIV en 5 ans, du coup, ça va, tu les as pas trop enchaînées non plus. Bah, y a eu c'était peut-être pas 5 ans, c'était peut-être 4 ans, ouais, enfin, c'était une tous les 7-8 mois, quelque chose comme ça. Mais par choix, c'est vous qui mettiez un petit peu de temps ou c'était le centre qui était pas disponible? Bah, je t'avoue que c'est quelque chose pareil que je maîtrisais pas vraiment. Alors, il se trouve qu'à l'époque, j'habitais à Bordeaux, je faisais mes FIV à Lyon, donc c'était un petit peu d'organisation quand même à chaque fois. Ouais. Et puis effectivement, le médecin me laissait quand même un petit peu de temps, un petit peu les choses au repos entre chaque FIV. D'accord, ok. Donc ouais, et au fur et à mesure des FIV, tes douleurs d'endométriose étaient de plus en plus fortes en fait? Oui, bah, mes douleurs ont toujours été présentes en fait. Elle s'était calmée tout de suite après l'opération, j'avais été agréablement surprise, mais ça n'a pas duré, c'est revenu dès qu'on a commencé à essayer d'avoir un enfant, donc dès que j'ai eu mes règles régulièrement au moment où j'ai voulu tomber enceinte, c'est revenu au galop. Quoi. D'accord. Et est-ce qu'on t'avait dit que le fait de faire des FIV risquait de faire revenir l'endométriose Oui, bah c'était le médecin, le chirurgien ne savait pas trop se prononcer à ce niveau-là. Il m'avait dit qu'effectivement c'était un risque, mais que l'opération pouvait aussi arranger les choses. Ouais. Donc en fait, bon, je pense qu'il c'est pas vraiment maîtrisé tout ça. Ouais. Enfin, il n'y a pas que l'aspect, mais bon, ça reste mon opinion personnelle. Il n'y a pas que l'aspect médical qui entre en ligne de compte. Oui. Le lifestyle, comme on dit, est hyper important, et ça, je le savais pas à l'époque. Oui, parce qu'on nous en parle pas du tout, en fait. C'est ça, du tout. Et je trouve que c'est une erreur absolument. Enfin, qu'il y a enfin bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais. Ouais. Mais c'est important, mais voilà. Important de le dire parce que c'est vrai que je l'ai vécu aussi. Je me suis beaucoup laissée porter par le médical. On se pose pas de questions parce qu'on remet tout dans les mains du médical. On n'est plus du tout actrice de notre projet. En fait, on a l'impression que c'est la solution, qu'on va enfin se vider la tête de ça et que c'est plus de notre responsabilité.
Et je Mmh. pense que justement, c'est là que le problème se trouve, quoi. Mais c'est là que en fait, clairement, on est clairement maître de notre vie, Ouais, tout ce qu'on a, enfin tout et on attire ce qu'on est tout à finalement, fait. à nous et c'est le cas pour les problèmes de fertilité, mais c'est le cas pour plein d'autres choses aussi. Voilà et je pense que le style de vie qu'on mène au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, au niveau des compléments alimentaires, au niveau de l'état d'esprit, enfin, voilà, de toutes ces choses-là, c'est totalement fondamental à mon sens. Et c'est marrant parce que ça, c'est un discours que j'ai aujourd'hui que j'aurais absolument pas eu il y a pas plus tard qu'il y a 1 an et demi. Ouais, Euh, voilà, je suis complètement revenue là-dessus parce que je l'ai expérimenté par moi-même ouais, et que je me rends compte des bienfaits que ça peut avoir, quoi, ouais. tout simplement. Et finalement, quand on réfléchit bien, c'est juste du bon sens et c'est juste la base de la nature humaine. Mais tout à Voilà. fait, tout à fait. Ouais. Mmh. D'accord. Et juste pour revenir en fait sur ton endométriose, du coup, elle a été diagnostiquée parce que tu avais des douleurs. En fait, tu as cherché le pourquoi en fait de tes douleurs. Oui, en fait, elle a été diagnostiquée parce que, bon, dans ma famille, j'avais des personnes de ma famille qui avaient déjà de l'endométriose. Donc, je savais ce que c'était. Moi, à l'époque, j'avais des douleurs de règles importantes, chose qui, soi-disant, est normale Depuis toujours en fait, depuis que tu es réglée. depuis toujours. Depuis D'accord. toujours. Et j'avais des douleurs pendant les rapports. Ah ouais. J'en ai parlé à ma gynéco de l'époque qui me suivait, une petite gynéco de ville, qui me disait non, non, vous êtes douillette, il n'y a aucun problème, etc., etc. Pendant Malgré que dans ta famille il y ait de l'endométriose, personne n'a fait le lien en fait. Ouais. Mais c'était il y a déjà 15 ans et à l'époque, c'était pas du tout, on n'en parlait pas comme aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Elle m'a même fait passer une échographie dans son cabinet, elle me dit non, non, vous avez rien, etc. Puis bon, j'ai quand même été voir quelqu'un d'autre sur les conseils d'une amie qui, lui, m'a dit, au toucher, m'a dit vous avez vraiment quelque chose. Et bon, là, j'ai passé un IRM et on s'est rendu compte de ce que j'avais. D'accord, ok, ok. Voilà. Mais bon, le diagnostic a été vraiment très très long à être mis en place. Donc tu as fait 5 FIV et puis vous avez envisagé de vous-même ou la médecine de toute façon vous a fait comprendre qu'il faudrait faire avoir recours au don d'ovocytes. Ah non, non, ça a été les médecins qui m'ont dit, en fait, suite à ma première FIV qui n'avait pas fonctionné, on m'avait dit de toute façon, il faudra faire un don d'ovocytes. Bon, chose que j'ai Ah, dès la première, d'accord. ouais, et la première étant Oui, donné étant donné mes taux. J'avais complètement, comment dire, refusé ouais, le le diagnostic diagnostic, à ouais. ce moment-là parce que je savais pas ce que c'était, parce que Oui, j'avais une vision du don d'ovocytes qui était hyper négative. Parce que pour moi, voilà, parce que je voulais avoir mon enfant, comme on dit, parce que je savais pas ce que c'était, parce que éthiquement ça me posait un problème. Enfin voilà, j'étais pas du tout d'accord avec ça. J'ai vraiment refusé le truc. Et puis bah, le temps faisant les choses, hein, de toute façon, au bout d'un moment, on se rend à l'évidence. Au bout de la 5e FIV, l'autre professeur m'a dit donc que bah, il faudrait éventuellement passer au don d'ovocytes que j'ai fait à l'étranger pour des questions de timing en fait, parce que la liste d'attente en France était beaucoup trop longue pour moi et que ça devenait vraiment pressant. Et j'ai surtout été voir un psy du centre de PMA qui me suivait et avec qui j'ai passé plusieurs séances et à qui j'ai pu poser toutes mes questions ouais. liées au don d'ovocytes parce qu'en fait on se rend compte que alors c'est marrant parce que ça me paraît presque vieux maintenant. Quand on est dans ce processus-là, on se pose plein de questions, on se dit mais c'est pas mon enfant, mais il va pas m'aimer, mais il va me rejeter, Ouais, et puis il va pas me ressembler, et comment ça va se passer, etc., etc. ouais, Et puis quand on l'a, déjà on le porte dans son ventre. Donc ouais. clairement, c'est quand même son enfant, même si génétiquement ça n'est pas totalement. Mais l'épigénétique, donc l'environnement dans lequel grandit le fœtus et après dans lequel se développe l'enfant, qui est clairement lié à nous, hein, enfin, au Mm. fait qu'on est quand même la mère Oui, et que qu'on met au monde, a quand même un impact hyper important sur qui va devenir cet enfant. oui. Et clairement, moi, ma fille aujourd'hui,
C'est juste ma raison de vivre, très clairement. Et voilà. Et en fait, le fait que ce soit un don d'ovocytes, j'en parle aujourd'hui parce que, bon, effectivement, c'est le cas, mais je n'y pense jamais. Ouais, bien sûr. Mais j'y pense absolument jamais. Alors, effectivement, elle ne me ressemble pas. Hein. Elle est blonde aux yeux bleus, je suis brune aux yeux marrons. D'accord. Il se trouve qu'elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa grand-mère maternelle. Bon. Euh, mais voilà. Et puis, de toute façon, des enfants qui ne ressemblent pas à leurs parents, on en voit pas. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est quelque chose que j'ai complètement dépassé aujourd'hui, mais qui, à l'époque, effectivement, me posait beaucoup de problèmes. Voilà. Et le fait que j'ai été suivie par un psy m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à me poser les bonnes questions et à savoir comment lui répondre le temps venu quand elle sera certainement adolescente et qu'elle me dira, comme tous les enfants adolescents, t'es pas ma mère. Ouais. Tout simplement. Il a su trouver les mots pour te rassurer. Mais en fait, c'était même pas pour me rassurer, il m'a juste mis en face de faits, de choses factuelles qui m'ont fait prendre conscience que en fait, c'est tout dans la tête finalement. Ouais. Tout dans la tête, parce que tous les enfants disent, enfin tous les ados disent à leurs parents, c'est pas ma mère. On l'a tout dit, et pour autant, clairement, on le pensait pas. Et c'est juste qu'il faudra, moi, à ce moment-là, que je me remette dans l'esprit, il faudra pas que je le prenne personnellement, Ouais, tout voilà. simplement. Ouais. Voilà. Ouais. Et justement, c'est lui qui t'a parlé d'épigénétique à ce moment-là? Ouais. Ouais. Bah, il m'a donné l'exemple que j'ai gardé en tête, c'est marrant, hein, d'une graine d'arbre. Ouais. Une graine, parce que finalement, c'est ça, hein, le don d'ovocytes, c'est une graine qu'on plante en plein milieu du désert ou dans la forêt amazonienne. Ouais. Clairement, ça ne donnera pas le même arbre. Ouais. Parce que la terre n'est pas la même, parce que l'environnement n'est pas le même, parce que l'humidité n'est pas la même, parce que voilà. Et pour les enfants, quelque part, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un enfant qui aura tendance à être, je ne sais pas moi, par exemple, diabétique, en fonction des habitudes alimentaires qu'on va lui donner, en fonction du style de vie qu'il va mener, il va développer son diabète ou pas. Ouais, tout à fait. Et voilà, et l'épigénétique joue à vraiment plein de niveaux, à plein de niveaux, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, est-ce que ton mari s'est fait accompagner à ce moment-là, enfin ton mari qui n'était pas ton mari à l'époque, mais ton conjoint s'est fait accompagner aussi de son côté pour l'accepter, ou pour lui ça ne posait pas de problème? Non, pour lui, ça a toujours été. Alors au début, il l'avait un petit peu refoulé comme moi. La première fois, c'était la première fille, voilà. Et puis mon mari est quelqu'un qui se renseigne beaucoup, qui fait beaucoup de recherches, qui a besoin d'avoir tous les tenants aboutissants des choses avant de prendre une décision. Et il s'était déjà pas mal renseigné là-dessus. Moi, je suis beaucoup plus intuitive, donc on fonctionne pas de la même manière. Et pour lui, non, pour lui, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. Ouais, c'était la solution pour avoir un enfant et c'est tout ce qui comptait. Voilà, exactement. D'accord. Par contre, il n'a jamais cherché à m'influencer. Oui. C'est-à-dire que lui avait son point de vue, moi j'ai mis plus de temps, mais la décision c'est moi qui l'ai prise. Oui, bah oui. Après ça peut sembler compréhensible dans la mesure où là c'est ton patrimoine génétique et c'est quand même une étape que toi tu dois passer aussi, quoi. C'est ça. D'accord. Vous êtes passé par quel pays pour faire ce don? Alors on a fait ce don dans une clinique qui a très très bonne réputation, qui est absolument géniale, où la prise en charge a été vraiment bien meilleure qu'en France, en République tchèque. D'accord, ok. Et vous avez fait plusieurs recherches en fait pour choisir si vous passiez par... souvent on entend parler de l'Espagne ou... Je suis passée par une association. D'accord. Une association française qui s'appelle Maya. Oui. Qui m'a donné, qui a été géniale, qui m'a donné pareil, tout un tas d'informations, aussi bien au niveau du choix de la clinique que des questionnements qu'on peut se poser, que prise en charge par les sécurités sociales, parce que c'est pas simple. Et du coup, voilà, moi ça a été assez évident de passer en République tchèque, parce que j'avais pas envie d'aller dans quelque chose de trop comment dire, usine entre guillemets. Voilà, et là c'était une petite clinique, avec un suivi vraiment bien. D'accord. On a fait un seul essai. D'accord. Un seul embryon. Ok. Et ça a pris tout de suite. Génial. Voilà, donc là ça a été la délivrance. Et du coup, comment tu l'as vécu? Ah bah là ça a été génial, j'en parle, j'ai encore des frissons. C'était génial, c'était enfin l'aboutissement du chemin et le commencement d'un autre, parce qu'on se dit bon bah voilà, maintenant on est enceinte, il va falloir que ça tienne jusqu'au bout. C'est ça. C'est un autre stress qui arrive. D'ailleurs j'ai fait un semblant de fausse couche, une hémorragie en début de grossesse qui a été assez difficile à vivre. Heureusement, c'était pas une fausse couche, ça a tenu. Mais par contre, j'ai accouché prématurément. D'accord. À 7 mois.
Ok. Visiblement le fait de faire des PMA augmente un petit peu le risque de prématurité. D'accord. On t'en avait parlé de ça? De ce risque? Non, du tout, du tout, Tu du l'as tout. su après, en fait? Je l'ai su après, ouais. Je l'ai su après m'être renseignée. D'accord, ok. Mais bon, j'ai accouché à 7 mois, ça a été très très difficile, voilà, parce que 1 mois en néonatalité, elle pouvait pas respirer, elle pouvait pas s'alimenter, enfin c'était compliqué. Puis on imagine plein de choses, et puis au final aujourd'hui j'ai une petite fille qui est pleine de vie, qui a des performances sportives hallucinantes, enfin voilà, il y a absolument zéro séquelle de tout ça. D'accord, bon bah tant mieux. Ok. Et tu disais tout à l'heure que il y avait une partie de prise en charge par la sécurité sociale quand tu fais un don à l'étranger comme ça? Exactement, c'est tout un dossier à monter, c'est assez complexe, hein, c'est assez long aussi. Oui, J'ai fait entièrement l'avance des frais, d'accord. personnellement, mais j'ai été remboursée quasiment à 100%, 1 an ou 2 après. Génial. À 100%? Ouais, quasiment, Super. quasiment. Ouais. D'accord, malgré le fait que tu aies déjà fait 5 FIV, en fait, ça c'est un autre parcours, un autre processus, et du coup c'est pris en charge aussi. Oui, ouais, D'accord. ouais, ouais. Je ne savais pas du Alors tout. je sais pas si c'est encore le cas, à l'époque ça l'était. C'était il y a 5 ans en fait. Ouais, il y a 5 ans. Donc je pense que ça a pas du tout trop changé D'accord. depuis. Bah, je mettrai de toute façon les coordonnées de l'association dans le texte du post en fait, parce que Ah moi, c'est clairement eux qui m'ont vraiment, vraiment aiguillée, là-dessus, parce que j'avoue qu'en plus tout ce qui est administratif, c'est pas vraiment mon dada. ouais, et puis bon, on n'est pas au courant de tout ce qui existe. Ouais. D'accord. Bon, c'est chouette. D'accord, donc tu as cette petite fille et pendant ta grossesse, tu n'as pas eu de douleurs particulières liées à tes adhérences, à l'endométriose, etc. Tout s'est bien passé? Ah non, 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 tout était génial. J'ai eu des petites nausées de début de grossesse classiques. Et après, j'avais un utérus contractile, comme on dit. Donc, à partir du 5e mois, je suis restée plutôt tranquille, allongée, voilà. D'accord, Parce que ça contractait pas mal. ok. Donc, suivi de près par une sage-femme. Et puis voilà. Et puis voilà, c'était un petit miracle. Donc, une grossesse précieuse, comme disait Ouais, le gynéco. tout à fait, ouais. Tout à Voilà. fait. C'est comme ça que tu l'as vécu, justement, tu n'avais pas l'impression d'avoir plus de peur, plus d'attente, en fait, par rapport à cette grossesse, vu que ça faisait quand même pas mal d'années que tu l'attendais. Bah, j'avoue, j'étais un petit peu sur le qui-vive, j'étais un petit peu stressée, clairement. J'avais peur qu'il arrive quelque chose. Je me suis pas mal préservée. J'avais à l'époque 2 boulots. J'en ai quitté un qui était beaucoup trop, enfin, qui m'apportait rien en fait, et Ouais, qui au stress, voilà, augmentait la charge de stress. Donc j'ai arrêté à ce moment-là. Et oui, je me préservais. J'essayais de rester un peu tranquille. Mais le stress profond restait en fait. ouais, l'angoisse. Parce qu'à l'époque, encore une fois, je ne travaillais pas sur moi, je ne méditais pas, je faisais pas toutes ces choses qui font que le mental peut être allégé. Et voilà, je ne maîtrisais pas mes émotions. D'accord, et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a fait changer un petit peu de cap et découvrir toute cette philosophie de vie, cette spiritualité? L'an dernier, j'ai développé une tumeur au cerveau. D'accord. Encore une fois, ça n'engage que moi. Je n'affirme rien, mais la pilule contraceptive qu'on donne, que j'ai prise, pour stopper l'endométriose, parce que l'idée c'était bien de stopper l'endométriose, donc d'arrêter les règles, a des risques qui ont été avérés de développer des tumeurs cérébrales. D'accord, mais tu étais sous pilule avant ta grossesse et juste après, en fait, en permanence pour essayer de stopper un peu l'endométriose. Exactement, j'étais en pilule en continu, sous pilule en continu, plus pilule progestative. Bon, on sait très bien que les hormones, c'est clairement pas bon. Ouais, Malheureusement, bah, c'est le seul traitement entre guillemets d'endométriose pour calmer les douleurs qu'on connaît. Donc, je sais que beaucoup de femmes prennent cette pilule. Et en fait, donc cette pilule augmenterait le risque de développer des tumeurs cérébrales qui s'appellent des méningiomes. Donc, le méningiome, c'est une tumeur cérébrale bénigne. d'accord. Sauf que moi, la tumeur cérébrale que j'ai développée, c'est un méningiome malin Merde. qui est hyper rare, je pense qu'on doit être peut-être 200 en France à l'avoir. Un truc un peu rarissime. Voilà. Et donc là, clairement, quand on apprend qu'on a une tumeur cérébrale,
la vie change du tout au tout en 3 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, on remet tout à plat. Il n'y a plus rien qui est important, si ce n'est mon mari et ma fille. Bah ouais, j'imagine. Voilà, la seule chose qui m'a raccrochée et qui m'a fait tenir pendant l'annonce du diagnostic, ça a été ma fille. Ouais. Voilà, et donc suite à ça, j'ai été opérée. L'opération qui s'est plutôt bien passée. J'ai eu de la radiothérapie derrière. Mais j'ai surtout mis à plat ma vie et voilà. Et en fait, j'ai pris ça comme étant un cadeau finalement. D'accord. Un cadeau parce que une espèce d'alerte te disant voilà, ouvre les yeux, regarde tout ce que tu cumules parce que j'ai quand même cumulé cancer de la thyroïde, endométriose, tumeur cérébrale. Ça commence à faire beaucoup pour une seule personne, Ouais. jeune entre guillemets. Oui. Et voilà, et donc je me dis que quelque part il y a un message derrière tout ça, et que le message pour moi c'est rattache-toi à l'essentiel et arrête de te prendre la tête pour des choses qui ont si peu d'importance, parce que finalement l'importance c'est quoi? Ce qui est important dans la vie c'est juste de vivre, c'est juste de profiter de l'instant présent parce qu'on ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. Et en fait, quand on l'expérimente d'aussi près, parce qu'il y a eu quand même toute une période où on ne savait pas si c'était Enfin, je vais passer les détails parce que c'est pas le sujet, mais pendant un mois, on a cru que c'était un cancer généralisé, en fait. On pensait que c'était un cancer secondaire. Et du coup, les chances étaient très, très proches. Et donc, dans cette phase-là, on oublie, en fait, finalement, toutes les futilités et on se raccroche aux choses vraiment importantes. Et moi, ma nouvelle façon de voir la vie, c'est de me dire à chaque fois que je sens la montée de stress pour des choses complètement futiles, du style quelqu'un qui avance pas sur la route ou quelque chose de complètement débile, je me dis ok, stop, on met à plat, finalement c'est pas important et c'est pas ça qui te tient. Donc j'ai décidé de changer de métier, d'arrêter mon métier, de changer de métier, de faire quelque chose qui a plus de sens. Et de surtout changer complètement mon style de vie parce que les études montrent, des études sur un nombre très très important de personnes cancéreuses qui sont en rémission. Les études montrent que le style de vie, l'alimentation, encore une fois, l'état d'esprit, l'activité sportive, le soutien psychologique des autres, tout un tas de facteurs, il y en a une dizaine en tout, et que c'est quasiment plus efficace que les traitements chimiques qu'on peut administrer. Ouais. Donc tu t'es fait accompagner par des médecines alternatives du coup ? Exactement. Ouais, en fait c'est ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. Ouais. Voilà, donc qui permet de traiter tout un tas de choses au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau alimentaire. Et je parle beaucoup de l'alimentation parce que moi, il y a quand même quelque chose qui a changé littéralement ma vie, clairement. C'est mon nouveau régime alimentaire. Je pratique un régime, ce qu'on appelle pauvre en glucides, un régime low carb, qui en fait se rapproche du régime méditerranéen végétarien, on va dire. Et en fait, clairement, je n'ai plus aucune douleur d'endométriose depuis plus d'un an. Tu n'as plus du tout de traitement, j'imagine que tu as arrêté cette pilule. Suite au diagnostic, effectivement, j'ai arrêté ma pilule du jour au lendemain. Parce qu'on t'en a parlé ou parce que de toi-même, t'as fait le rapprochement ? Parce que mon médecin généraliste, qui est absolument génial et qui est très... qui intègre toutes les alternatives médicales à son jugement, m'a dit clairement, vous avez une endométriose, ok, d'un côté, clairement, les douleurs sont problématiques, etc. Mais d'un côté, vous avez une tumeur cérébrale maligne, et ça peut vous tuer. D'accord. Donc elle me dit, le choix, en fait, je vous le laisse pas, vous arrêtez votre pilule tout de suite. D'accord. Chose que j'ai fait, mais j'avoue que quand je l'ai fait, j'avais vraiment peur que les douleurs reviennent au galop parce que c'était insupportable. Bah ouais. Et il se trouve que dans le même temps, j'ai commencé ce fameux régime pauvre en glucides. D'accord. Et il se trouve que depuis, donc c'était au mois de juillet dernier,
Il se trouve que, bon, déjà, j'ai beaucoup plus de force, je suis beaucoup plus en forme, j'ai beaucoup plus de tonus. J'ai perdu 8 kilos, mais qui étaient des 8 kilos superflus, voilà, qui me gênaient. Ouais, Je pêche et surtout, je n'ai plus aucune douleur d'endométriose. ouais, c'est fou. Et ça, c'est quelque chose qui est une révélation pour moi parce que je savais juste pas comment traiter le truc, quoi. Ouais, Alors maintenant, j'ai des petites douleurs qui durent, on va dire, 2 jours pendant mes règles, mais c'est des douleurs normales de règles, on va dire, chose que je ne connaissais pas avant. Je ne savais pas ce que c'était en fait des douleurs normales de règles. Et voilà, ça a amélioré la qualité de mon sommeil, ça a amélioré ma peau, mes ongles, mes cheveux. Enfin, vraiment, c'est une espèce de renaissance, quoi. mm, Et ça, l'équilibre alimentaire, c'est pareil, c'est quelque chose dont on parle peu. mm. Ça booste l'immunité de façon hallucinante aussi. Je dis pas que c'est miraculeux parce que ça l'est pas, mais je pense vraiment que c'est hyper important. Ouais, tout à fait. C'est hyper important et ça booste aussi la fertilité. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un point d'accès qui est fondamental. Pas plus tard que cette semaine, oui, il y a eu un reportage encore à la télé sur le fonctionnement du corps humain, les hormones. Je ne sais pas si tu l'as Sur vu, et France du 2, coup, là? voilà. Et l'importance de l'influence alimentaire sur le développement, enfin sur le fonctionnement des hormones et sur Ouais. la fertilité. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je mettrai aussi les références, en fait. Ouais. Et je sais pas si tu peux le faire très rapidement, mais justement, en quoi ça consiste, à part, bien sûr, enlever les sucres raffinés qu'on connaît, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Oui, alors c'est enlever absolument tous les sucres raffinés. C'est remplacer le sucre par soit du sucre de coco, soit du sirop d'agave, Ouais, soit de l'erythritol. Alors, c'est un peu plus complexe. C'est supprimer toutes les farines blanches. ouais, Supprimer toutes. Alors, au début, moi, pendant longtemps, j'ai supprimé toutes les farines, c'est-à-dire que je ne mangeais ni pain, ni pâtes, ni pizza, ouais, ni riz, ni pommes de terre. d'accord. Donc, aucun féculent. Bon, maintenant, je reprends doucement tout ce qui est légumineuse. Oui, J'ai réintroduit les fruits aussi parce que je ne mangeais plus de oui, fruits. c'est ça, au début, on enlève toutes les sources de sucre, quoi. C'est ça. En fait, oui, l'idée, en fait, alors au début, j'ai fait ce qu'on appelle un régime cétogène, Ouais, où on mange 20 grammes de glucides par jour, sachant que les glucides se cachent absolument partout, partout, ouais. y compris dans les légumes, Oui, bien y sûr. compris même dans la charcuterie. Enfin, voilà. Bon, le régime cétogène, il y a des études qui sont plutôt bénéfiques sur le cancer. Il y en a qui le sont, qui montrent que c'est pas si efficace que ça sur le long terme. Donc moi, je suis passée ensuite je suis suivie par une nutritionniste. Et bon, sur ses conseils, je suis passée sur un régime, ce qu'on appelle low carb. Oui, Donc, où j'augmente le nombre de glucides. Donc, je me permets des légumineuses, je me permets des fruits, parce que ça me paraissait un petit peu insensé de ne pas manger de fruits. ouais, Voilà, j'ai une alimentation beaucoup plus équilibrée. Je ne mange quasiment que des légumes. d'accord. Et je me sens vraiment, vraiment bien avec ça. Je pratique aussi le jeûne, une fois par mois. Pareil, c'est quelque chose d'assez probant sur tout un tas de maladies, sur l'immunité aussi. Une fois par mois, pendant combien de temps, du coup? Alors, je fais ce qu'on appelle... en fait, ça dure 5 jours. Mimetic diet, voilà, ça Ah, c'est le mimetic diet. d'accord. C'est un espèce de jeûne, mais on mange quand même un tout petit peu pendant 5 jours, c'est-à-dire qu'on mange moins de 700 calories par jour. D'accord. C'est à base de bouillon, à base de légumes vapeur, voilà, ce genre de choses, mais qui du coup est beaucoup plus facile Oui. à faire qu'un vrai jeûne hydrique parce que voilà, la sensation de faim est quand même, puis c'est quand même beaucoup dans la tête aussi. Oui. Et les bienfaits sont absolument étonnants, donc Ok. Du coup, là, ça fait 1 an que tu t'es fait opérer, ouais. c'est ça? Et ça en est où, en fait, la maladie? J'ai des IRM de contrôle tous les 3 mois. D'accord. On regarde où on est, si ça grossit ou pas. Pour l'instant, ça ne grossit pas. Et je me dis que ça ne va pas grossir Exactement. parce que je fais ce qu'il faut et parce que clairement, voilà, je sens la capacité en moi de me battre contre ça et de me dire que voilà, que finalement, ça m'avait juste ouvert les yeux et fait prendre conscience de la beauté de la vie
et de la chance que j'ai. Je suis pleine de gratitude pour plein de choses, et particulièrement pour ma fille. Ouais. Et voilà, et j'essaie juste de profiter de l'instant présent. Et voilà. Mais bon, j'avoue qu'il y a quand même quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer, c'est la peur de la récidive, parce que en fonction du type de cancer qu'on développe, bon, il y a des risques de récidive plus ou moins importants. Bon, il se trouve que le mien est très important. Euh, et que du coup, on a toujours ce petit truc au fond de la tête voilà, Bah ouais, qui fait que j'imagine. ça nous tient, et que finalement on avance, on se bat, et que la vie est belle, quoi. Ouais, ouais, effectivement. Mm. Et est-ce que tout ce parcours a impacté votre couple? Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place pour rester soudés face à toutes ces épreuves? Disons que ça a non seulement impacté notre couple, mais que clairement on s'est mariés. On s'est mariés 2 mois après mon opération, parce que mon mari a juste été complètement dévasté le jour où il a appris que j'avais une tumeur. Ça l'a affecté d'une manière assez impressionnante, parce que en fait il s'est projeté, Bah il oui. s'est projeté dans les 3 mois qui suivaient seul à élever sa fille, et que clairement il m'a dit je peux pas, je pourrais pas gérer, je n'y arriverai pas. Donc c'est devenu mon espèce de coach personnel en médecine Ouais. voilà, qui passe son temps qui d'ailleurs je pense va certainement faire un blog ou quelque chose sur toutes les recherches qu'il a faites, parce que c'est assez impressionnant. Ouais. Il a été d'un soutien mais absolument hallucinant, et mes proches, ma famille, mes parents ont été scotchés, et moi la première, et encore aujourd'hui. Et voilà, et du coup on a décidé de se marier 2 mois après, parce qu'on s'est rendu compte que finalement on avait besoin de créer une famille, même si lui était contre le mariage pendant 10 ans. Et voilà, c'était une façon aussi de se protéger mutuellement. On a organisé notre mariage en 15 jours, c'était génial. Et voilà, et on a voulu en fait contrebalancer l'annonce plutôt négative du début d'été dernier en truc positif de fin d'été. Donc c'était plutôt sympa. Bah oui, c'est chouette de transcender les mauvaises nouvelles en quelque chose de beau. Faut C'est ça, retenir le positif. exactement. Je me dis que la vie nous envoie des messages, et qu'il faut arriver à les transformer. Donc effectivement, c'est ce à quoi on se rattache. Ouais, c'est ça. Si on fait une rétrospective de tout ce que tu as pu vivre, ces différentes maladies, ces difficultés vers la maternité, etc., qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Que ce qui nous tue pas nous rend plus forts, Mm. tout simplement. Et qu'il faut y croire, il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment y croire, il faut vraiment essayer d'avoir des vraies pensées positives, mais profondes, c'est-à-dire de les ressentir pour que finalement les choses se créent. Alors, j'ai été sensibilisée dernièrement aux synchronicités, et c'est quelque chose pareil qui me paraissait mais complètement perché il y a encore 2 ans. Je me dis, oh là là, mais des espèces de 68 arts. Et en fait, il se trouve que les synchronicités, j'ai voulu faire des petites expériences comme ça pour voir si ça marchait récemment. Ouais. Et en fait, j'ai été un petit peu scotchée, parce que, alors sur des petits exemples, hein, mais ouais, des choses se produisent, quoi. Ouais. Et clairement, il suffit juste de faire attention, mais j'y crois, Ouais, ouais. vraiment. Et s'il y a un conseil que je peux donner par rapport au don d'ovocytes, c'est clairement d'essayer comment dire. Enfin, il faut pas que ça fasse peur. Il faut pas que ça fasse peur, parce qu'une fois que c'est là, et une fois qu'on a notre enfant, et qu'on l'a porté, et qu'on l'a accouché, et qu'on se lève toutes les nuits pour aller le voir pendant son sommeil, et ben en fait on n'y pense plus du tout, et c'est juste un pur bonheur. Est-ce que tu aurais un conseil pour toutes les femmes qui, alors là, par rapport au don d'ovocytes, tu viens de donner ce petit conseil, mais par rapport aux femmes qui vivent un parcours difficile comme ça, comme tu as pu vivre avant de passer par le don d'ovocytes, et qui peut-être se laissent porter un petit peu par la médecine comme ça, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour toutes ces femmes qui vivent mal cette attente, ces parcours? C'est vivez l'instant présent, vraiment. Essayez de ne pas se projeter dans le futur, c'est hyper facile à dire, c'est moins facile à faire. La méditation aide vraiment beaucoup, Mm. vraiment, pour
accepter. En fait, voilà, ce qu'il faut, c'est simplement accepter les choses, parce qu'on se rend compte que quel que soit le parcours qu'on a, l'acceptation aide énormément à finalement passer toutes les étapes, et qu'en fait on peut être heureux de presque rien. Et, et le conseil que je donnerais, c'est écoutez-vous, c'est écoutez votre corps, écoutez vos émotions, essayez de ressentir les messages que le corps envoie. Arrêtez d'être influencé par la société, par les médias, par éventuellement le conjoint, parce que je sais qu'il y a certaines familles dans lesquelles c'est le cas. Voilà, s'écouter, accepter les choses telles qu'elles sont. Si elles sont d'une certaine manière à un certain moment donné, c'est qu'elles doivent être comme ça. Et que voilà, et que les choses arriveront quand elles arriveront. Et voilà, et c'est juste c'est la vie en fait. La vie est pleine de changements. Une fois on m'a donné cette image de bambou solidement implanté dans la terre en pleine tempête. Donc voilà, on voit le bambou comme ça qui bouge, qui remue, mais qui se déracine pas, quoi. Et en fait, il faut arriver à accepter la vie comme un bambou, voilà, c'est-à-dire à s'adapter au changement. Et je pense que la vie le rend au bout d'un moment, forcément. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour l'avenir? À moi, rien. En fait, je me rends compte que je suis pleinement heureuse telle que je suis, simplement que cette foutue maladie ne revienne pas. Et de vivre le plus longtemps possible avec mon mari et ma fille. Je demande rien de plus, vraiment. Merci beaucoup. Je te le souhaite, je vous le souhaite en tout cas. Je pense que de toute façon, ta philosophie nouvelle et ta spiritualité ne sont que positives et t'aideront dans ce sens. J'en suis convaincue. Donc, je te souhaite plein de belles choses. De continuer à être heureuse, de vivre une longue vie avec ton mari et ta fille, et de profiter de tout ça en pleine santé. Ouais, je te remercie. Merci en tout cas de m'avoir sollicité. Merci à toi d'avoir été généreuse sur ton parcours et de nous avoir vraiment partagé toutes ces étapes difficiles, mais qui t'ont construite au final. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity le podcast sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous.